Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être avec nous cet après-midi. On a aujourd'hui un beau programme avec quelqu'un qui est peu connu peut-être de votre part si vous ne l'avez pas intégré dans votre équipe. Et je parle du pharmacien, du rôle du pharmacien dans notre équipe médicale. Je me présente, je suis Pascal, je suis diagnostiquée avec la sclérose en plaques depuis maintenant 10 ans. Et puis, au fil des années, moi, j'ai appris comment c'était important d'être bien entouré avec notre famille, nos amis, notre équipe médicale et ce rôle précis qui est le pharmacien. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à ça. On va s'intéresser à comment on peut former une bonne équipe avec notre pharmacien pour l'aider à nous aider. Et on a donc aujourd'hui avec nous Habib Haddad, qui est pharmacien. Et donc, je vais lui poser quelques questions pour commencer. Puis, n'hésitez pas tout au long d'écrire vos questions dans le feed loop des questions-réponses. Puis, on va pouvoir avoir du temps là, à la fin pour lui poser. Puis, on va essayer de garder les questions le plus générales possible pour pouvoir répondre au plus grand nombre. Donc, bonjour Habib. Bonjour Pascal, ça me fait Merci. plaisir d'être avec toi et avec tout l'auditoire cet après-midi. Merci d'être là. Bien, je t'inviterai d'abord, en fait, à te présenter, nous parler de ta carrière de pharmacien, puis de ta spécialité, en fait, en sclérose en plaques. Oui, donc moi, en fait, je suis un pharmacien en ce moment qui œuvre. Donc, je suis un pharmacien d'expertise, je suis un pharmacien communautaire d'expertise. Une des expertises que j'ai, c'est celle qui est la plus prépondérante, celle qui est la plus présente dans ma pratique au jour le jour, c'est la sclérose en plaques. Je travaille aussi dans une pharmacie où on fait beaucoup d'immuno-oncologie, de l'immunologie. Donc, on suit beaucoup des patients qui ont des problèmes immunitaires, euh, qui ont des cancers, qui ont des maladies rares, qui souffrent par exemple d'arthrite rhumatoïde, entre autres, et aussi de sclérose en plaques. J'ai commencé ma carrière en 2008. J'étais un pharmacien communautaire qui œuvrait dans une pharmacie de grande surface. Donc, avec le temps, ma pratique a tranquillement évolué. Je me suis intéressé à pouvoir mieux aider, à trouver des solutions et des façons de mieux aider les patients qui souffrent de maladies immunitaires, dont la sclérose en plaques, qui est une maladie qui me touche personnellement. Donc, j'ai des membres de ma famille qui ont cette maladie et j'ai aussi malheureusement je connais des pharmaciens qui sont proches à moi qui l'ont et des amis proches aussi. Donc, c'est une maladie qui me touche à moi aussi, d'où l'intérêt que j'avais dans ça et le fait que j'œuvre majoritairement dans ça. Donc, à la pharmacie, chez nous, en ce moment, on est au-dessus de 50 employés, pharmaciens et techniciens qui consacrent 100% quasiment de leur temps à gérer des patients qui prennent des médicaments spécialisés, entre autres des patients qui souffrent de sclérose en plaques. Puis justement, donc, quand on est atteint d'une maladie chronique comme la sclérose en plaques, pourquoi il est important qu'on connaisse son pharmacien, puis pourquoi c'est important d'en trouver un qui fit bien avec nous? Parce que j'ai l'impression et la réponse, elle est multiple à ça. J'ai l'impression, puis tu me corrigeras si j'ai tort, mais quand tu reçois un diagnostic de cette ampleur-là, c'est pas un petit diagnostic. Puis je veux pas minimiser certaines maladies non plus. Là. Il y a aucune maladie qui devrait être minimisée. Mais un diagnostic du type de sclérose en plaques, c'est quelque chose de très choquant. Ça change d'une vie, réellement. Et comme tu l'as dit, c'est important d'être entouré. C'est important d'être entouré. Tu as touché à un point que le monde touche rarement. Oui, le point du pharmacien, mais aussi la famille et les amis. Ça, c'est très important. Quand quelqu'un se fait diagnostiquer avec l'hypertension, c'est pas quelque chose c'est pas une maladie dans laquelle il se sent nécessairement, il sent que c'est nécessaire d'impliquer sa famille. Des fois, oui, c'est toujours mieux. Mais la sclérose en plaques, c'est différent. Une des raisons, donc, outre le fait que le diagnostic en tant que tel, c'est un diagnostic qui est sérieux. Je trouve que c'est une maladie qui est très bien gérée de manière interdisciplinaire. Interdisciplinaire, c'est-à-dire qu'on combine les expertises de l'infirmière, de l'infirmier, du médecin et du pharmacien. C'est vraiment la meilleure façon. Et on sait tous qu'en sclérose en plaques, il n'y a pas de traitement chirurgical. C'est pas de la chimio qu'on reçoit nécessairement à
dans un hôpital, c'est des médicaments qu'on va aller chercher dans une pharmacie. Dans une pharmacie, et donc à l'extérieur de l'hôpital. Et donc, ça fait en sorte que le rôle du pharmacien est très important. La meilleure façon de traiter la sclérose en plaques, c'est avec les médicaments. Il n'y a pas meilleure façon que ça. Et donc, d'où l'importance d'avoir le pharmacien qui fait partie de l'équipe. Puis justement, donc faire partie de l'équipe, est-ce qu'il y a des choses, j'ai l'impression que des fois, on ne dit pas tout à notre pharmacien, on se dit, ah, peut-être que je vais dire ça plus à mon infirmière, je vais dire ça plus à mon médecin. Est-ce que toutes les informations sont bonnes à donner à notre pharmacien, quitte à en dire trop? Puis ça vous sert à quoi, vous, quand on vous dit, ah, j'ai lu telle affaire sur Google, j'ai tel nouveau symptôme, tu sais, tout ce qui nous passe par la tête, on peut vous le dire, en fait. Oui, à 100%. Puis moi, je vais parler de notre expérience puis de ce que nous, on fait à la pharmacie. Donc, encore une fois, on est une pharmacie de spécialité, une pharmacie d'expertise. L'approche qu'on a, elle est très différente d'une pharmacie communautaire de quartier, si on peut le dire comme ça. Nous, par exemple, on dessert le Québec en entier. J'ai d'autres pharmacies qui se situent dans d'autres provinces aussi, qui desservent la province en entier. Ça, ce que ça permet de faire, c'est que ça permet d'avoir plus de patients qui prennent un tel médicament ou qui souffrent d'un type de maladie. Et avoir plus de patients, c'est avoir plus d'expérience. Et ça permet de développer l'expertise. Les pharmaciens communautaires qui œuvrent dans des pharmacies de grande surface, des pharmacies de quartier, ils ont aussi la capacité de développer l'expertise. Ce qui manque, c'est vraiment l'expérience, c'est d'avoir le volume de patients qui permet de développer cette expertise-là. Donc, chez nous, la prise en charge qu'on fait du patient, elle est vraiment complète. C'est de A à Z. Même que des fois, les patients, quand c'est la première fois qu'ils font affaire avec une pharmacie d'expertise comme la nôtre, ils sont un peu étonnés. Ils sont comme, mais voyons, pourquoi vous me demandez toutes ces questions? Mon pharmacien ne me les a jamais demandées dans le passé. Ou c'est rare que je me suis fait demander autant de questions. C'est vraiment, on fait une historique presque complète du patient. On passe, surtout quand c'est un nouveau diagnostic, puis par après aussi, on est ouvert à le faire. Mais surtout quand c'est un nouveau diagnostic, on passe proche de 40-45 minutes avec un patient quand il y a un nouveau diagnostic, puis quand il commence un nouveau médicament. On lui explique le médicament et on fait un historique complet. Et c'est ça. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, absolument. Donc, il n'y a pas d'informations qui seraient superflues de donner à un pharmacien, de parler, là. Non, surtout pas. Et puis, on est là pour déconstruire certains préjugés ou certaines opinions que certains patients ont aussi, qui sont très valides parce qu'on est bombardé d'informations de nos jours, là. Je pense que la mention Dr. Google, on l'entend souvent, puis c'est très correct aussi. On ne juge personne quand ils vont chercher de l'information sur Google ou sur les sites web. Même nous, on le fait en tant que pharmacien. Mais on a un œil un peu plus critique en tant que professionnel de la santé sur l'information qu'on est en train de lire. On est capable d'aller sur le bas de la page, regarder à titre d'exemple le lien ou l'étude à laquelle se réfère une certaine information, on est capable de la décortiquer. Donc, on est là vraiment pour démystifier certaines affaires pour le patient et déconstruire aussi certaines mauvaises informations qui auraient pu être véhiculées. Et en plus, le patient, au niveau, par exemple, d'un nouveau diagnostic ou d'un nouveau médicament, il y a déjà de l'information qui lui a été donnée par le médecin et l'infirmière qui pratiquent avec le médecin. Et nous, on vient et on reconfirme. Et puis, il y a des études qui démontrent ça. Et ça, c'est quelque chose d'humain. On a besoin de se faire répéter l'information quasiment jusqu'à 5, 6, 7 fois pour bien la retenir. Même après que le pharmacien, qui est peut-être le deuxième ou la troisième professionnel, a passé avec le patient sur les informations du médicament, c'est pas tout qui est retenu. D'où l'importance aussi d'avoir un professionnel qui est capable d'être facilement rejoignable, comme le pharmacien. Et parlons-en justement des médicaments en soi. Donc, il y a une multitude de médicaments en sclérose en plaques, comme on peut le savoir. Quand on reçoit la première fois un médicament, là, le livret, là, la monographie du médicament, ça peut être hyper costaud, là. Il y a des mots dont on n'a jamais entendu parler. Ça peut faire même peur parce que l'on a l'impression que tous les effets secondaires sont listés. Comment vous faites pour expliquer sans faire paniquer un nouveau patient, un nouveau médicament, en fait? C'est une excellente question. Et il n'y a pas de mauvaise ou de bonne, il n'y a pas de bonne réponse à cette question. On jauge
quand on parle aux patients, et c'est une des raisons pour on prend notre temps avec le patient ou la patiente, c'est on jauge le niveau d'anxiété du patient. Parce que, qu'on le veuille ou pas, ben oui, c'est vrai qu'il y a des patients qui ont zéro anxiété à prendre un nouveau médicament ou quoi que ce soit, mais c'est plus rare que la norme. Avoir de l'anxiété ou être un peu mal à l'aise ou stressé, c'est tout à fait normal, mais là, pour remédier à ça, et de la façon de remédier à ça, c'est pas nécessairement de lire la monographie au complet. Ça, c'est important. La monographie, euh, euh, dans certains cas, on suggère qu'on se réfère à la monographie, que le patient se réfère à la monographie quand il y a des nouveaux symptômes ou des nouveaux effets secondaires dans certains cas. Mais moi-même, je ne préconiserais pas de référer le patient à la monographie. Moi, pour moi, si moi je donnais un conseil à un patient, il y a des feuillets médicaments qui existent, qui ont l'information abrégée. Et si jamais il y a quelque chose qui apparaît dans les symptômes ou dans les effets secondaires, de référer à un professionnel de la santé. Si on est vraiment mal pris, on est un dimanche, il est 1 heure du matin, puis on a quelque chose qui se passe, oui, à ce moment-là, c'est correct de se référer à la monographie, mais tu sais, c'est quoi les risques que ça se passe dans cette manière-là? Je préfère qu'on nous appelle. Nous, on a des ordres d'ouverture extensive, d'autres pharmacies aussi. Et ça peut permettre de décortiquer la monographie, justement. On est là pour l'expliquer. Les monographies, même moi, quand je lis les effets secondaires, ça peut faire un peu peur, malgré que je suis super à l'aise de les lire. Donc, parce que moi, je me rappelle personnellement avoir lu des effets secondaires, puis après ça, on dirait, je m'étais fait dire, je m'étais fait conseiller en fait de ne pas le lire, de le laisser de côté, puis de si j'avais un changement dans mon corps qui apparaissait, de là m'y référer et de consulter évidemment mon pharmacien pour m'assurer que c'était bien un effet secondaire peut-être du médicament, et après ça, bon, d'écouter les conseils du pharmacien. Fait que ça pourrait être une bonne pratique en fait. oui, et puis il faut garder en tête, en ce qui a trait aux effets secondaires, c'est les effets secondaires qui ont été décelés durant les études que la compagnie pharmaceutique a effectuées pendant qu'elle était en train d'étudier le médicament en vue de le commercialiser. Donc, durant les études et après la commercialisation d'un médicament, donc après qu'il soit sorti sur le marché et qui est disponible aux patients, il y a des compilations d'effets secondaires. Et puis, c'est de là où sortent les pourcentages dans les monographies. Mais des fois, il y a des effets secondaires qui sont présents, qui, légalement, la compagnie doit les mettre, mais qui ne sont pas réellement reliés aux médicaments en tant que tels. Ils sont des fois reliés à des conditions particulières de l'étude ou bien à la maladie en tant que telle. Donc, et ça, nous, on est capable de déceler ça puis de le décortiquer. Et quand on fait, par exemple, chez nous, quand on prend les premiers 45 minutes à faire la consulte initiale, la consultation ou le conseil initial du médicament, on prend la peine de lister ou de parler des effets secondaires les plus prépondérants. On ne va pas les cacher. On n'est pas ici pour cacher la vérité aux patients du tout. Il faut qu'ils s'attendent, il faut qu'ils sachent à quoi s'attendre les patients, mais on va l'expliquer. Par exemple, un médicament qui cause, je n'aimerais pas le médicament, mais il y a un médicament qui cause une chute de cheveux dans la monographie, mais que quand tu lis plus loin dans les études, tu réalises que c'est une chute de cheveux transitoire, ben on va l'expliquer ça aux patients. On va le dire, oui, ça cause une chute de cheveux, cependant, elle est transitoire, ça ne devrait pas vous amener à avoir de l'alopécie ou à perdre vos cheveux de façon considérable au point que ça paraisse. Puis ça, c'est sûr que dans n'importe quel médicament, s'il y a un effet secondaire de chute de cheveux, que ce soit une femme ou un homme, ça va causer de l'anxiété, c'est normal. Et on est là pour justement mettre la chose en son contexte. Puis justement, quand on a un effet secondaire comme celui-là qu'on réalise, c'est quoi le rôle du pharmacien dans le sens, est-ce qu'il peut être le pilier entre notre médecin, est-ce qu'il peut, comment ça fonctionne? Si donc j'ai un effet secondaire d'un médicament, je me questionne à savoir comment je peux la prendre en charge, comment mon pharmacien peut m'aider là-dedans? De plusieurs manières. Donc, le fait d'être facilement rejoignable et que le patient se sente à l'aise et qu'il développe une relation avec le pharmacien, d'où l'importance de l'amener le pharmacien dans l'équipe. Et je pense que c'est pas le rôle du patient d'amener son pharmacien dans l'équipe, c'est le rôle du pharmacien de s'intéresser à être dans l'équipe traitante du patient. Et nous, de notre côté, nos patients sont super à l'aise de nous poser des questions.
Le fait d'être présent, ça amène beaucoup une bonne partie de la solution. C'est sûr qu'on peut suggérer aux patients des traitements, des médicaments en vente libre. Dans certains cas, même prescrire des médicaments maintenant avec les nouvelles lois qui sont sorties pour remédier à des effets secondaires. On a cette capacité-là. Mais bien sûr, on travaille de façon très proche avec l'équipe traitante. Et on sait dans notre pratique quel médecin suggère quel traitement pour quel effet secondaire et ainsi de suite. Et si on arrive à un point où on a besoin de référer au médecin, on va le faire, puis on va même guider le patient dans la référence au médecin. Des fois même, nous, on va communiquer avec l'équipe traitante, donc le médecin ou l'infirmière pivot du médecin pour les informer d'un tel ou tel problème. Ça peut même des fois accélérer un rendez-vous. Parce que nous, on est capable de déceler, bon, mais oui, ça c'est un effet secondaire qui est assez grave, ça va mériter ou bien l'arrêt du traitement, ou bien un changement X dans l'approche envers ce patient. Donc, on va le référer et on va lui expliquer au médecin ce qu'on en pense, puis ça se fait de façon collaborative. Et si j'ai des questions là, qui ne sont pas liées directement à mon médicament, est-ce qu'on peut les poser à notre pharmacien? Puis sinon, le pharmacien, il peut nous référer à qui s'il ne peut pas répondre à nos questions? Bien, c'est sûr qu'on réfère, comme j'ai dit, au médecin. On a souvent des questions qui ne sont pas en lien avec des médicaments, qui sont en lien avec des produits de santé naturelle. Nous, à la pharmacie, chez nous, on ne prend pas une approche qui est anti-produits de santé naturelle. On n'est pas contre. Il y en a qui fonctionnent, il y en a qui aident beaucoup. Mais on va expliquer le contexte dans lequel le produit doit être pris et comment le prendre. Puis quand on ne pense pas que c'est un bon produit, on va le dire aussi. Donc ça, on a beaucoup de questions sur les produits de santé naturelle, sur des médicaments en vente libre, sur des traitements avec la nourriture. On va répondre à ces questions-là. Puis je pense que c'est normal, tu sais, les patients, ils passent tous par des phases où ils veulent essayer de trouver d'autres solutions aussi. Ils veulent faire partie de la solution dans leurs problèmes de santé. Et c'est tout à fait compréhensif. On va pouvoir les guider là-dessus. Si c'est des questions qui sont en lien avec d'autres médicaments autres que la sclérose en plaques, on les guide aussi. On est très connaissant dans les médicaments de maladies chroniques habituelles comme l'hypertension, cholestérol, diabète, etc. Donc ça, on est connaissant là-dessus. On est quand même des pharmaciens communautaires à la base aussi, avant d'être des pharmaciens d'expertise. Peu importe la question que le patient va poser, on est capable d'y répondre et de le guider. D'ailleurs, une autre chose qu'on fait des fois, c'est on vérifie même les tests de sang des patients. Dans certains cas, il y a des médicaments qui ont besoin d'avoir un suivi quelconque au niveau des tests de sang et on va le faire, on va s'assurer que c'est sécuritaire de servir le prochain cycle ou le prochain mois du médicament du patient avant de le faire. En terminant, comment qu'on peut s'assurer, nous, en tant que patient, décrivez-nous le patient triple A. Qu'est-ce qu'on peut faire pour être pour que vous puissiez nous offrir le meilleur service possible? C'est sûr qu'il faut que ce soit un patient qui est ouvert et qui nous donne l'information le plus volontairement possible. C'est sûr, on ne force jamais un patient à donner de l'information qu'il ne veut pas nous donner, mais je pense qu'en bout de ligne, le patient, il voit après les quelques premières minutes de discussion qu'on a avec lui ou elle qu'il y a une importance aux informations qu'on pose et aux questions qu'on pose. Le patient triple A, il n'y en a pas de patient triple A. Moi, je pense que tous les patients, on a nous, comment qu'on voit ça de notre côté en tant que pharmacien, c'est notre job d'aller chercher l'information du patient. C'est pas la job du patient de nous donner volontairement l'information. C'est notre job à nous, c'est notre travail à nous d'aller s'intéresser à la santé du patient, s'intéresser au traitement du patient, lui demander, hey, t'es rendu à un tel médicament, qu'est-ce que tu as pris avant? Ça fait toute la différence, ça, de savoir qu'est-ce qu'il a pris avant. Il a pris un médicament en première ligne la première fois, un médicament en première ligne la deuxième fois, un médicament en première ligne la troisième fois, puis là, tu te demandes, mais pourquoi c'est juste des médicaments en première ligne? C'est quoi la raison qui ont fait en sorte que ça permet de décortiquer, de connaître le patient? Moi, je pense pas vous devez pas stresser en tant que patient. S'il y a une chose que vous devez pas stresser, c'est
qu'est-ce que je dois dire et pas dire. C'est déjà assez d'avoir la maladie, je pense, comme anxiété, comme stress. Le reste devrait, je ne veux pas dire vous donner tout cuit dans le bec, mais ça devrait être facilité au maximum. Et ça, c'est notre travail en tant que pharmacien de le faire, et même en tant que professionnel de la santé. Et je pense que les neurologues et les infirmières font un excellent travail là-dessus. Les pharmaciens communautaires, chez nous, on a développé l'expertise et le type de pratique qu'on a parce qu'on a trouvé qu'il y avait un besoin. Je ne peux qu'espérer que mes collègues, avec le temps aussi, dans d'autres pharmacies, développent le même intérêt. Mais aussi, il faut comprendre, c'est une question de volume. Dans une pharmacie habituelle, on fait 300, 400 prescriptions par jour en tant que pharmacien. Chez nous, à la pharmacie, on en fait 30. Ça permet de différencier comment ça se fait que nous, on fait les choses d'une façon et pas d'une autre. C'est vraiment une question de ressources et de temps. Mais au niveau du patient AAA, moi, je pense que n'importe quel patient qui a un intérêt à savoir plus sur sa maladie et à mieux se soigner est un bon patient. Bien, merci, Pip. On va passer maintenant, en fait, aux questions du public. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire. Puis moi, je vais pouvoir les poser là, à Abid pour les prochaines minutes. En fait, je commence déjà. On a une question qui nous vient, on se demande comment est-ce qu'on concilie les différents conseils qu'on peut recevoir de notre médecin, de notre pharmacien, selon les risques d'effets secondaires, des effets secondaires, par exemple, des médicaments. Là. Fait que quand on reçoit là, des conseils de nos professionnels, comment on fait, nous, en tant que patients, pour faire un résumé de ça? C'est une très bonne question. Nous, comment qu'on procède de notre côté à nous, c'est qu'on va demander au patient ou à la patiente qu'est-ce que votre médecin ou votre infirmière vous a expliqué. Puis on va partir de là. Pas parce qu'on explique des informations différentes que les infirmières et les médecins du tout, mais c'est surtout parce que on a besoin de savoir le patient a compris quoi de l'explication qu'il a reçue. Parce qu'il faut comprendre que nous, pour n'importe quel médicament sclérose en plaques, on en sert, on va dire des centaines, on va dire au moins des douzaines pour n'importe quel médicament, puis dans certains cas, des centaines pour d'autres médicaments. On sait exactement qu'est-ce que les médecins et les infirmières disent, mais on va demander au patient qu'est-ce que vous avez compris de ce que l'infirmière ou qu'est-ce que le médecin vous a dit. Et par là, on va comprendre qu'est-ce qu'ils ont compris. Et on va pouvoir développer et asseoir la fondation de la compréhension sur le médicament du patient. Moi, je pense que c'est la meilleure façon de s'y prendre. Et il faut qu'en tant que patient, vous communiquiez s'il y a quelque chose qui est mélangeant comme information. C'est super important parce que ça permet à l'interlocuteur, donc que ce soit le médecin, parce que c'est le pharmacien qui vous a parlé avant, puis là, vous parlez au médecin qui vous dit notre information, dites-lui qu'est-ce que le pharmacien vous a dit et vice-versa. C'est important qu'on le sache pour qu'on puisse savoir comment se positionner puis comment bien répondre à vos questions. J'ai une question par rapport aux médicaments. On sait qu'il y en a plusieurs médicaments. Des fois, il faut en essayer plusieurs avant d'arriver à trouver le bon traitement pour soi. C'est une période qui peut être quand même anxiogène, peut-être pour certaines personnes, parce qu'il faut s'adapter évidemment à de nouveaux effets secondaires. Ce n'est pas nécessairement la même prise de médicaments orales, des injections, une fois par semaine, une fois par mois. Comment on peut se faire? Qu'est-ce que vous conseillez vous donner pour rendre cette période-là plus agréable? Parce que c'est une période qui peut durer quand même quelques semaines, mois, là, voire années. Là. On parle de quand on commence un traitement ou le temps de trouver le bon traitement? Le temps de trouver le bon traitement. Là, on essaye un médicament, là, on a des effets secondaires, il ne fonctionne pas. On change de médicament, puis là, ça peut devenir très, très anxiogène. Il y a certaines personnes qui vont peut-être se voir, excuse-moi, il y a certaines personnes qui vont peut-être se voir dans ce que je vais expliquer. Je l'ai vécu par mes proches avec qui j'ai été chez le médecin avec eux quand ils se faisaient donner un nouveau médicament ou quand ils se faisaient diagnostiquer. Et puis, ce que je te dis, ce qui est intéressant, puis je supporte cette façon de faire. Et des fois, ça peut être ça peut causer un peu d'anxiété aux patients, mais le médecin va donner le choix au patient. Il va dire au patient, ben, tu as ce médicament A, le médicament B, le médicament C ou le médicament D. Ils sont tous équivalents au niveau d'efficacité, mais tu vas magasiner tes effets secondaires.
lui, il va te causer ça, lui, il va te causer ça, lui, il va te causer ça, lui, il va te causer ça. Et il dit au patient, allez à la maison, pensez-y, puis revenez me voir dans une semaine, on va prendre une décision ensemble. Ou il va lui demander sur place de prendre la décision. Puis ça, je trouve que c'est pas mauvais. Ça permet au patient aussi de comprendre un peu c'est quoi l'enjeu et la différence entre les traitements. Euh, Moi, je te dirais que la sclérose en plaques, c'est une maladie qui est évolutive. Il y a des patients, de mon expérience, il y a des patients qui sont chez nous, qui ont commencé avec un traitement A de première ligne, donc souvent un peu moins efficace, mais avec beaucoup moins d'effets secondaires. Et ça fait 15 ans qu'ils sont encore sur le même traitement. Donc, leur maladie est hyper stable. Dans d'autres cas, il y en a qui vont changer à chaque 3 mois le temps d'arriver au bon traitement. Il y en a d'autres qui ça va prendre plus de temps. Ils vont être sur une première ligne pendant plusieurs années, puis après ça, ils vont tomber sur une deuxième ligne. Et je te dirais, ça dépend du niveau d'activité. Mais en somme, la sclérose en plaques, c'est une maladie qui est évolutive. Elle évolue dans le temps, malheureusement. C'est très rare qu'elle reste stable tout le temps. Dans le passé, on avait quelques traitements. On avait 2, 3 traitements. Ça, c'était la cortisone, puis il n'y avait plus rien. Et souvent, on avait des cas de sclérose en plaques qui étaient beaucoup plus graves. Maintenant, on a la chance d'avoir l'embarras du choix quasiment pour des traitements, puis ça continue, il y en a toujours des nouveaux qui sortent. Et ça, c'est quelque chose de positif. Il ne faut pas que le patient se décourage dans cette transition. Ah, c'est plate, je dois toujours passer d'un traitement à l'autre. C'est parce qu'on a d'autres options pour vous et on essaie de vous causer le moins d'effets secondaires pour le maximum d'efficacité que vous avez besoin. Et il y a des patients chez qui une première ligne fonctionne très bien. Alors, pourquoi aller avec une deuxième ligne qui va leur mettre le système immunitaire à terre, par exemple? Pas besoin. On peut aller avec un immunomodulateur qui est beaucoup moins grave et beaucoup moins problématique au niveau du système immunitaire, surtout dans le contexte de COVID qu'on a maintenant, et qui peut causer très peu d'effets secondaires, puis ça va bien marcher. Puis si ça ne fonctionne pas, le médecin est là, puis le pharmacien aussi. Nous, on est là, on guide les patients, on leur dit non, c'est correct ce que vous ressentez, c'est normal, on va continuer encore quelques semaines, puis on se reparle le mois prochain, puis on verra comment ça va être. Rappelez-nous s'il y a quelque chose qui change entre-temps. Et si quand on leur parle ou si eux nous rappellent, puis on voit qu'il y a des symptômes qui ont évolué rapidement, ben on va les référer rapidement chez le neurologue. D'où l'importance de faire affaire avec un pharmacien qui s'y connaît beaucoup, parce que la sclérose en plaques, malheureusement, c'est une maladie qui ne pardonne pas. C'est une maladie neurologique et plus on réagit rapidement quand on a des symptômes ou quand on pense avoir des symptômes, plus on est capable d'atténuer les séquelles de ces symptômes-là ou de ces plaques qui vont se former là. Parce que plus on traite rapidement, mieux que c'est. Qu'il n'y a pas le temps d'attendre trop longtemps. Le temps agit contre nous, contrairement à d'autres maladies auto-immunitaires qui sont beaucoup moins stressantes au niveau de temps. Ça peut prendre, voir un médecin aujourd'hui ou dans une semaine ne fait pas une grosse différence dans certaines maladies immunitaires. Mais dans la sclérose en plaques, on n'est pas tout le temps, mais on est des fois, il faut savoir quand l'être en situation d'urgence pour réagir rapidement. Je ne sais pas si j'ai trop divagué sur la réponse. Oui, non, ça va super bien, mais si on est, disons, on habite en banlieue ou en région, puis on n'a pas accès à un pharmacien spécialisé nécessairement, je m'imagine qu'on peut quand même faire appel à lui, puis on peut le mettre dans notre équipe. Y a-t-il quelque chose qu'on peut faire quand même ou qu'on peut lui demander en particulier pour le mettre de notre côté? Nous et d'autres pharmacies spécialisées et d'autres pharmacies communautaires aussi sont en mesure de livrer partout au Québec. Donc, nous, on livre partout au Québec. Ça, on est capable de rejoindre le patient pour ses médicaments n'importe où. La consultation se fait ou bien par vidéoconférence ou bien par téléphone. Et ça, je pense que les patients apprécient beaucoup. Le besoin de se voir en personne n'est pas nécessairement là. Et donc, on serait capable de servir toute la population, si on veut. Sauf que, pour revenir à ta question, il y a des pharmaciens communautaires qui sont et qui développent un intérêt. Donc, je demanderais aux patients de vérifier
si c'est quelque chose qui se retrouve dans leur pharmacie ou dans leur région. Sauf que s'il n'y a pas cette expertise-là, de ne pas hésiter de faire appel à cette expertise-là. Nous, on ne force pas nécessairement les patients à prendre leurs médicaments chez nous. C'est toujours plus facile s'ils le font pour plusieurs raisons. On a l'information factuelle la plus récente sur le traitement qu'ils prennent. On a l'information sur quand ils ont pris leur traitement, quand ils l'ont renouvelé, quand est-ce qu'on leur a livré, etc. Mais on répond aussi aux questions des patients qui ne prennent pas leurs médicaments chez nous parce qu'on reconnaît le besoin auprès de ces patients-là et on veut les aider. Donc oui, nous, on répond aux questions, même si le patient n'est pas chez nous, ça ne nous dérange pas. Merveilleux. Puis en terminant, on a une question qui concerne justement si on veut nous-mêmes s'informer, disons, avant de changer de médicament ou avant d'aller voir notre neurologue ou on veut s'informer sur les différents médicaments disponibles. Est-ce qu'il y a des sources qui sont meilleures que d'autres auxquelles se référer? Puis si oui, comment on fait pour différencier une source qui est pertinente d'une source qui ne l'est pas? Moi, ce que je peux dire aux patients pour répondre à la question de façon rapide ou facile, c'est le site web de la Société de la sclérose en plaques qui, à la fois en français et en anglais, est excellent. Vraiment, ils ont les dernières informations sur les traitements, ils ont les derniers traitements, ils ont même l'information des traitements qui ne sont même pas encore sortis sur le marché. Donc, je trouve que c'est une excellente source. Il y a de l'information qui est factuelle, qui est sécuritaire, donc il n'y a pas de la mauvaise information et en même temps, qui est la plus récente et qui est bien expliquée, qui n'est pas indiquée d'une façon pour faire peur aux patients ou autres, mais qui donne la vérité. Donc, sans cacher les informations ni quoi que ce soit. Il y a d'autres sites aussi, sauf que dès qu'on rentre dans des recherches généralisées, moi, je trouve que ça devient un peu un danger. Moi, un danger pas nécessairement de lire ces informations-là, si on a un bon esprit critique, puis ça ne nous affecte pas trop de lire des mauvaises informations, puis on ne devient pas trop anxieux, puis qu'on est capable de vérifier avec un professionnel pour vérifier le fait que ce soit factuel ou la réalité de l'information. Ça, je suis correct avec ça. Mais le monde qui sont un peu plus sensible à cette information-là, je le référais plutôt au site de la Société de la sclérose en plaques. Puis, soyez à l'aise et honnête avec vos professionnels de la santé, autant l'infirmière, le médecin que le pharmacien. Expliquez-leur ce que vous avez lu. Demandez-leur leur opinion sur ce que vous avez lu. Puis, ça va vous permettre de mieux cerner l'information. Merci beaucoup, Abid, pour ta présence et tes conseils aujourd'hui. Vraiment pertinent pour nous. Fait qu'on va, en somme, là, ce qu'on retient, c'est qu'un pharmacien, ça fait partie de notre équipe médicale, puis il ne faut pas hésiter à lui poser des questions puis à se référer à lui en cas justement de questionnement ou si on veut valider une information qu'on a entendue. Vous faites partie de l'équipe médicale, puis il est bon là, de vous inclure là, dans notre proche équipe là, à 100%, c'est très bien dit, Pascal. Puis je te remercie à toi pour ton temps puis à la société de m'avoir invité. Et j'espère qu'au niveau de l'auditoire, qu'on est capable de répondre à la plupart de leurs questions et de leurs appréhensions. Ça fait partie de l'appel que j'ai. Donc, bien, merci. Puis merci aux participants d'avoir été là avec nous à l'atelier. Puis on se donne rendez-vous là, vers 15h30 à l'heure de l'Est aujourd'hui. Puis il y a une session d'étirement qui va avoir lieu avec Mélissa. Donc, merci à tous et à toutes et bonne fin de journée. Merci beaucoup. À bientôt.